pour terminer avec cette soirée consacrée au déplacement et aborder un cas concret, enfin l'orientation concrète de comment se fabrique l'espace public et comment se mettent en œuvre les politiques de déplacement à l'échelle parisienne. Donc Alain Boulanger, vous travaillez, je le disais en introduction, au sein de la direction de la voirie et des déplacements depuis 13 ans maintenant. Vous avez occupé divers postes avant d'arriver donc au sein de l'agence de la mobilité et d'être en charge responsable du pôle mobilité durable. Donc ce pôle mobilité durable qui a pour mission de travailler sur les questions de prospective et puis aussi beaucoup sur les questions de partage de l'espace public, et c'est aussi pour ça qu'on vous a invité ce soir, puisque c'est une direction qui est vraiment liée à la question de l'intérêt général que portent les questions de conception, d'entretien et de gestion des espaces publics, l'intérêt général pour tous les usagers, et donc l'enfant dans la ville est un usager à part entière, même si on l'a vu, son usage est vraiment conditionné sur des différentes temporalités et aussi à différents contrôles, mais aussi c'est l'espace de friction avec la ville et avec les autres que permet l'espace public. Donc je vous laisse la parole pour présenter comment se mettent en œuvre les aménagements de l'espace public parisien au travers de cet usager qu'est l'enfant. Merci. Merci Solène. Bonjour à tous. Donc, quand Solène m'a demandé de préparer une présentation sur la prise en compte de l'enfant dans la mobilité et dans nos métiers qui sont d'aménager la ville à Paris, tout d'un coup je me suis dit oulala, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter, parce que c'est quand même assez rare qu'on se dise on va faire quelque chose avec une cible bien précise. Bien sûr, on pense aux catégories de population diverses, aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite et même aux enfants. Mais globalement, l'espace public, on le considère plutôt comme un tout, comme quelque chose d'universel, et c'est rare qu'on ait des actions bien ciblées. Puis en réalité, je me suis dit, si, il y a quand même des choses, donc je vais vous les présenter. Ça fait peut-être un petit peu plus catalogue que les deux présentations précédentes. Vous me direz si ce sont des éléments intéressants, si c'est suffisant, est-ce qu'on prend suffisamment en compte l'enfant dans la ville. Alors, mon premier sujet va peut-être un peu plomber l'ambiance, et je m'en excuse. Je vous assure qu'après on va aller vers des notes plus positives. Mais voilà, il y a 2 jours, donc mardi, parce que je reçois tous les télégrammes d'accidents régulièrement. Donc des accidents, il y en a beaucoup, il y en a pas loin de 3500 par an dans Paris. Hein. Et là, cet accident-là, il m'a fait froid dans le dos. Vous voyez la petite flèche rouge, c'est un enfant de 2 ans et 11 mois, qui est sur un bateau, c'est les endroits où on fait passer la voiture de la chaussée à l'immeuble pour rentrer dans son garage. Hein. Il est à cet endroit-là, et il voit sa mère sur le trottoir d'en face, et il court pour rejoindre sa mère sur le trottoir d'en face. La bande rose qui est perpendiculaire à la petite flèche rouge, c'est une file de stationnement, avec des voitures stationnées. Et là, il y a un 2 roues motorisé qui arrive, et hop, le gamin en vrac. Alors, il n'est pas mort, son pronostic vital n'est pas engagé, mais tout de même, ça fait froid dans le dos. Et alors, j'ai tenu à vous présenter cet exemple parce que la sécurité, c'est peut-être un des sujets les plus importants pour nous, les plus forts en tout cas. Et puis, donc, du coup, j'ai demandé à ma collaboratrice de me ressortir les statistiques d'accidents et des accidents qui concernent les enfants. Et en gros, on se rend compte que, alors, quand je dis qui concernent les enfants, c'est les enfants piétons. Donc, on a entre 260 et 270 victimes piétons enfants chaque année. Donc, c'est plus qu'un tous les 2 jours. Donc, ça fait réfléchir. Et puis, ça illustre un petit peu donc
ce que je voulais vous présenter dans ces diapositives suivantes, et puis ça a été dit par Christophe tout à l'heure, le problème de l'enfant, c'est qu'il est petit, et donc du coup, les autres véhicules sont des obstacles visuels. Donc il n'y a pas que les véhicules qui peuvent être des obstacles visuels, mais voilà, on voit bien que la moto, elle, c'est un vrai obstacle, la voiture aussi, le vélo, beaucoup moins. Alors, du coup, il y a un organisme d'État qui s'appelle le CEREMA, qui s'intéresse à tout ce qui est aménagement de la rue et amélioration des conditions de sécurité. Et donc, ils ont réfléchi à un dispositif d'amélioration de la visibilité en fait, entre le piéton et le véhicule, et notamment le piéton quand il est en situation de traversée. Donc voilà ce que préconise ce CEREMA, c'est soit de faire une avancée du trottoir dans l'emprise du stationnement pour que le piéton soit bien visible de la voiture qui arrive, et réciproquement d'ailleurs, soit, alors ça coûte un peu cher, c'est des travaux de voirie, les travaux de voirie c'est toujours très cher, mais quelque chose qui est un peu moins cher, c'est de dégager la première place avant le passage piéton, d'interdire le stationnement sur 5 mètres juste avant le passage piéton. Alors interdire le stationnement à Paris, on a du mal à le faire respecter en tout cas. Donc on s'est dit, une place vide, voilà, c'est pas terrible, donc pourquoi pas mettre du vélo? Parce qu'effectivement, le vélo, c'est un peu plus bas, c'est plus transparent, et voilà. Pour autant, à Paris, on applique quand même cette règle au maximum. Alors c'est au fur et à mesure des travaux qu'on peut faire dans les rues. Et donc, voilà, j'ai pris la photo de ce que ça peut donner du stationnement vélo plutôt qu'une voiture. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la voiture qui est derrière est aussi haute que la mère de la petite fille. Donc, toute la famille est cachée par cette voiture. Alors, c'est une voiture peut-être un peu plus haute que les autres, mais une chose est sûre, c'est que si vous mettez à la place de ces vélos une voiture, vous ne voyez pas la petite fille qui traverse. Donc, on peut dire que c'est quand même une amélioration de la sécurité que de dégager cet espace. Alors la visibilité, c'est aussi lié à la vitesse. Plus on va vite et moins notre champ de vision il est large, quoi. En gros, quand on est à 60 km/h, on a une vision qui s'étend sur un cône de 60 degrés, alors que quand on roule à 30 km/h, eh bien, on a un champ de vision qui est beaucoup plus latéral, qui nous permet de voir beaucoup plus de choses. Donc, quand on ajoute à ça qu'à 30 km/h, on a un temps de réaction et un temps de freinage beaucoup plus court qu'à 60 km/h, c'est pas difficile de démontrer que limiter la vitesse de circulation des véhicules à 30 km/h dans une ville, c'est bon c'est bon surtout pour la sécurité. D'où la question du 30 en ville. Donc, en 2013, Bertrand Delanoë avait tenu à ce que, en un été, on limite à 30 km/h toutes les portions de voies aux abords des écoles, ce qui a été fait. Après, on peut aller plus loin, et c'est la question de la zone 30 et de l'extension des zones 30. Donc ici, vous avez à gauche la carte des zones 30 à Paris. Donc ce qui est en bleu, c'est ce qui a été réalisé il y a un an, et ce qui est en violet, c'est le programme 2015 qui est en cours de mise en place. L'objectif de la mairie de Paris, c'est de couvrir tout Paris en zone 30. Alors on peut même aller un peu plus loin. Alors les zones 30, quel est le maillage? En fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui reste à 50 du coup? Donc ça, c'est une hypothèse de maillage, la diapo de droite. Alors ça peut être un peu plus serré, mais on peut même aller jusqu'à la ville à 30. C'est le choix que Grenoble a fait, puisque c'est maintenant possible. Depuis le 1er janvier, une ville peut mettre un panneau 30 à l'entrée de la ville, et il s'applique sur toute la ville. Donc voilà, c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut passer toute la ville du jour au lendemain? Est-ce qu'il faut y aller par zone, garder des axes à 50? Quelle crédibilité il y a à avoir toute une ville à 30 km/h? C'est une question. Ensuite,
souvent, donc, je parlais du 30 devant les écoles, et c'est vrai que l'environnement de l'école, c'est vraiment quelque chose qui revient systématiquement dans les préoccupations des parents d'élèves et des directeurs, directrices d'école. Au point où cette question, vous savez que depuis 2 ans maintenant, la mairie de Paris a mis en place le budget participatif, où les Parisiens peuvent donc proposer des aménagements, proposer des mesures à prendre pour les uns les autres. Donc le vélo a un grand succès, le piéton a un grand succès. Parmi toutes ces mesures, on a beaucoup donc de demandes de sécurisation toujours des abords des écoles. Alors, en réalité, les accidents qui touchent les enfants, c'est souvent assez loin de l'école, c'est rarement dans le périmètre immédiat autour de l'école, c'est plutôt un peu plus loin. Alors, depuis des années, alors là, ça, c'est pas nouveau, hein, depuis des années, et depuis surtout la Vigipirate, on élargit les trottoirs au droit des écoles, dans l'emprise du stationnement, et on y met des barrières, donc ça fait un petit peu enclos. Hein. Donc ça, c'est une question aussi. Est-ce que la sursécurisation est aussi une bonne chose dans une ville où on a envie justement d'un retour aux enfants dans la rue, d'une autonomie des enfants, donc sursécuriser cet espace-là, mais pas ceux d'à côté. On peut aussi se poser cette question. Question qu'on peut se poser aussi, c'est la question des feux tricolores. Donc, dès qu'on a un problème de sécurité, on nous demande un feu. Alors, le feu, il n'est pas là pour sécuriser les gens qui vivent la ville. Il est plus là pour organiser les flux de circulation. Pour autant, dans l'esprit de beaucoup, le feu, c'est un gage de sécurité. Et notamment aux abords des écoles, on trouve des feux en section courante, c'est-à-dire en dehors des carrefours, qui permettent de traverser en gérant les flux de circulation, mais qui permettent aussi aux véhicules d'aller plus vite, parce que du coup, quand c'est vert et quand c'est orange, ils accélèrent pour être sûrs de passer, et comme c'est à eux de passer et à eux seuls, du coup, ça favorise la vitesse, alors que sans feu, eh bien, on regarde s'il y a des piétons qui ne sont pas sur le point de passer. Donc là aussi, le rapport entre véhicules et piétons, il peut se poser. Il peut se poser de la même manière quand ce sont des piétons enfants. Alors, pour autant, ces feux, il y en a plein. À Paris, on en a beaucoup, hein, des feux. Et puis, on a des feux sur des grands axes. Hein. Je ne dis pas que les feux ne servent à rien. Mais ici, on est pas loin d'une école, rue de l'Arbre Sec. Et tous les matins, on a donc pas mal d'enfants qui, seuls ou pas, doivent traverser la rue de Rivoli. Et je voulais juste vous signaler que dans ce cas-là, on sait adapter le temps de feu aux diverses situations. Donc là, en l'occurrence, tous les matins, pendant une demi-heure, et tous les soirs à la sortie de l'école, pendant une demi-heure, on augmente le temps de vert de la traversée des piétons pour justement favoriser ces échanges des scolaires. Et ça, on le fait sur une quarantaine de carrefours à Paris tous les jours. Dans la politique qui est celle de la ville de Paris aujourd'hui, et Christophe en a parlé tout à l'heure, il y a un élément très très fort, c'est le plan vélo. Donc le plan vélo, ce sont des aménagements. Et la question qui peut se poser, qui se pose tout le temps d'ailleurs, c'est quels aménagements, sur les rues, sur les boulevards, sur les avenues, mais aussi en carrefour. Et quand on a préparé le plan vélo, on a fait des enquêtes. Il y a eu les enquêtes globales de transport qui ont montré quand même qu'entre 2001 et 2010, on avait plus d'enfants sur des vélos qu'en 2001. Et donc, c'est un objectif, c'est un enjeu que d'amener les enfants au vélo le plus tôt possible. Et dans ces cas-là, on doit les protéger quand même de la circulation automobile au mieux. Et donc, on est amené à faire des aménagements de carrefour, à se poser la question, en tout cas, comment on aménage un carrefour pour que des gens qui veulent faire du vélo en toute sécurité puissent les franchir facilement. Et on se heurte
au vélo lièvre, comme on l'appelle, à celui qui a envie de tracer, qui a envie le jeune homme de 30 ans qui est très à l'aise sur un vélo et qui franchit les carrefours au milieu des voitures. Lui, il dit, moi, j'ai pas besoin de vos aménagements cyclables. En gros, c'est un peu ça. Donc voilà, c'est un petit peu les questions qu'on peut se poser à travers la réalisation de ces aménagements. Alors un autre élément, c'est d'amener les enfants sur des vélos. Alors il faut savoir que les petits Parisiens apprennent plutôt plus tard, ils sont plus tardifs dans l'apprentissage du vélo que les petits provinciaux, tout simplement parce qu'il y a moins d'espace pour se confronter à la pratique, d'où l'importance des vélos-écoles et même de l'apprentissage du vélo dans les écoles. Donc on a une association, il y en a plusieurs, mais je cite celle-là, ASCV, Association Insertion Culture Vélo, qui passe son temps à ça, en fait, à proposer des stages d'apprentissage, de perfectionnement pour le vélo. Et ces vélos-écoles ont beaucoup de succès et la ville de Paris donc essaye de les promouvoir, de les aider à se monter dans Paris. C'est la question du petit vélo aussi qui, en 2014, a été inauguré sur les voies sur Bergerive gauche, mais pas que. Il y avait plusieurs sites. C'est une opération qui remporte un grand succès. Donc c'est pour tous les enfants de 2 à 12 ans. Donc il y a des vélos de toutes les tailles. Et là, pour le coup, c'est sur des espaces complètement sanctuarisés, en dehors de la circulation automobile. Et voilà, ça marche très très bien. Alors l'enfant, c'est aussi le plan piéton, c'est aussi le jeu. Donc Place de la République, par exemple, aussi bien le miroir d'eau, qui n'était pas forcément fait pour jouer, mais qui sert de terrain de jeu pour les enfants, rencontre aussi un gros succès. Et puis la ludothèque, alors elle va réouvrir dans les jours qui viennent, là, rencontre aussi un grand succès. Alors ces jeux sur la place de la République, ils demandent un peu de personnel, mais on peut faire aussi, notamment la ludothèque, mais on peut faire aussi des jeux sans avoir besoin de gens qui soient là pour gérer le mobilier, les différents jouets, etc. Et donc c'est un petit peu l'objet des réflexions qui sont en cours pour les 7 places. On a un collectif d'architectes, d'urbanistes, de sociologues qui réfléchissent à comment aménager l'espace pour qu'il soit à la fois ludique, mais que le mobilier puisse servir par exemple à 2 choses, qu'il puisse servir à s'asseoir, mais aussi à jouer, pourquoi pas. Alors le jeu, il est aussi utile, ou l'aspect ludique il est aussi utile si on veut faire vivre des espaces comme les zones de rencontre. Alors les zones de rencontre, c'est un sous-ensemble des zones 30, on va dire ça comme ça. L'idée, c'est qu'on est prioritaire sur la chaussée, le piéton est prioritaire sur la chaussée, le véhicule peut rentrer dans la zone de rencontre, mais sa vitesse est limitée à 20 km/h, et de toute façon, il doit rester derrière le piéton. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire rentrer dans les habitudes. Est-ce que les gens ne comprennent pas ou est-ce qu'ils n'ont pas envie de comprendre? Toujours est-il que pour qu'une zone de rencontre marche, il faut que soit qu'il y ait une forte pression piétonne, et dans ces cas-là, le piéton en fait arrive à imposer un peu sa loi, si je puis dire, ou alors aussi il faut former les gens et puis il faut créer des événements, et donc ça peut être du jeu, ça peut être de la formation des jeunes. Donc ça, c'est si on va un peu plus loin que la zone de rencontre et qu'on ferme carrément la rue, et le retour de l'enfant qui joue dans la rue, ça peut passer par la rue aux enfants. Donc si c'est pas dans la rue, ça peut être aussi sur le trottoir. Ça peut être des skateparks, ça peut être faire participer les enfants à la décoration de la rue, comme ces potelets à droite, là. Celui de gauche, je l'ai pris en photo. Alors, il est rue des Blancs-Manteaux, pas très loin de la maison du
Paris des acteurs du Paris durable, où se tiennent en ce moment des ateliers sur l'élaboration du plan piéton. Et quand j'ai vu ces potelets et qu'on m'a parlé des enfants, je me suis dit, c'est drôle parce qu'en fait, on est passé plusieurs fois dans cette rue et je ne suis pas sûr que nous, adultes, on les ait vus du premier coup, ces potelets. Mais quand on les a vus, je me suis dit, le gamin, lui, qui est à 1,20 m de hauteur, lui, par contre, c'est vraiment à son niveau. Et je trouve que le potelet, pour nous, c'est un problème parce qu'on met des potelets pour éviter que les voitures stationnent sur les trottoirs. Mais dans le fond, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça parce que ça change le paysage urbain. Une enfilade de potelets dans une rue, les architectes, ils détestent ça, clairement. Hein. Mais si on les enlève, on a des voitures sur les trottoirs. Donc voilà, c'est un peu la grosse contrainte. Et donc, de déguiser les potelets, d'habiller les potelets, c'est peut-être bien pour tout le monde, pour les enfants, mais aussi pour le paysage. Et puis, donc dans le genre aussi espace public qu'on met à disposition de l'ensemble des piétons, des familles et des enfants, on a Paris Respire. Donc, il doit y avoir aujourd'hui 13 sites qui sont fermés à la circulation essentiellement le dimanche. Je crois qu'il y en a un, c'est le samedi. Entre 10h et 18h pour certains, 10h et 19h, ça peut changer les horaires au fur et à mesure au cours de l'année. L'été, c'est plus tard. Donc ça aussi, ce sont des opérations. On sent bien que les Parisiens sont demandeurs de ça. Hein. Dès qu'il y a un rayon de soleil, toutes ces opérations Paris Respire rencontrent un grand succès. Et on y voit les parents accompagnés d'enfants de tous âges, des petits, des moins petits, qui envahissent cet espace pour y jouer, pour y apprendre le vélo, le roller, etc. Et donc, c'est des espaces qui vivent aussi assez bien. Et puis, pour terminer, le grand espace qui, auparavant, était Paris Respire et puis maintenant qui va être pérennisé, c'est les voies sur berge, d'un côté comme de l'autre, où là aussi, on a tout loisir de créer des espaces ludiques pour le bien-être et le plus grand plaisir des enfants. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce soir. Merci beaucoup, Alain Boulanger.